priori. Donc bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on voulait parler tous ensemble de relocalisation, qui est un sujet qui est revenu en force depuis la crise de la Covid-19 et qui nous a tous plus ou moins déstabilisés et pour beaucoup chamboulé nos certitudes et nos modes de vue parce que on a tout simplement resté à la maison. Et cela a pu faire naître en nous, citoyens et élus de tout niveau, un certain sentiment de vulnérabilité en fait, face au corps malade ou en devenir, alors du corps physique bien évidemment, mais également du corps social organisé. Et l'un des éléments qui nous frappera encore beaucoup, je pense, ça reste l'épisode du manque de masques, tout simplement parce qu'on a dû faire face tout d'un coup au fait que notre économie très ouverte était aussi très dépendante et qu'elle était finalement assez peu résiliente et assez peu protectrice. Et face à ça, le terme et le concept de relocalisation a vraiment été remis au devant de la scène, à savoir en fait le changement de plantation géographique de tout ou partie d'une activité d'une entreprise pour essayer finalement de rapprocher les lieux de production et ceux de consommation. Par exemple, il y a eu un sondage en avril 2020 de Radio Classique et des Échos qui ont démontré que la relocalisation était le sujet post-crise pour les Françaises et les Français, qui relevait vraiment d'une certaine importance pour eux. Et aujourd'hui, on aimerait essayer de cadrer pour savoir est-ce qu'on peut essayer de parler de relocalisation en essayant de se sortir des discours proprement nationalistes et assez réducteurs pour essayer de redonner une place aussi à l'Europe et essayer de comprendre en quoi les régions peuvent être intermédiaires entre les territoires et l'Europe et pour essayer de comprendre les relocalisations non pas comme une tentation de repli nationaliste mais bien comme un enjeu pour l'Europe des régions. Merci Marina. Donc pour évoquer avec nous et éclairer les leviers qui sont ceux des régions et de l'Europe pour répondre à ces aspirations à la relocalisation. Nous avons aujourd'hui autour de nous trois intervenants, trois participants que je vous présente rapidement. Donc dans l'ordre géographique, j'ai envie de dire Caroline Rose, à l'autre bout de la table, qui est eurodéputée et membre de la commission de développement régional du Parlement européen. À côté d'elle, Meritxell Serret, qui est membre du parti catalan Esquerra Republicana de Catalunya, qui est un parti associé au groupe Vert au Parlement européen, qui est ancienne ministre de l'Agriculture du gouvernement catalan et aujourd'hui représentante de ce gouvernement auprès de l'Europe à Bruxelles. Et enfin, à côté de moi, donc Charles Fournier, qui est vice-président de la région Centre-Val de Loire, délégué à la transition écologique citoyenne et à la coopération et chargé de la stratégie Europe de la région Centre-Val de Loire. Voilà. Marina. Donc la relocalisation, c'est pas un sujet nouveau, enfin en tout cas chez nous, Parti écolo et de gauche. Donc à votre avis, pourquoi a-t-il pris d'ampleur suite à la crise du Covid-19 et quels types de faiblesses ont été mises en suite à cette crise concernant notre modèle économique et social européen? Comme ça, ouais. Merci. D'abord, je suis très reconnaissante d'être aujourd'hui avec vous. Merci de nous inviter. Et certainement, dans notre vie, ce qui a causé la crise de la Covid, c'est de mettre en évidence la faiblesse de ces modèles de développement européen qu'on avait construit autour de la mondialisation, mais basés sur des postulats néolibéraux, que ce que l'on fait dans les dernières années, c'est d'affaiblir et démanteler ce que connaissait comme de providence et tous les services publics. Ça a causé ou a diminué directement la capacité de réaction et la résilience et la fortalesse de notre société, de notre économie. Mais aussi, tous ces modèles, ce qui a causé aussi, c'est la croissante dépendance de production et des industries et technologies d'autres pays, nous affaiblit dans nos relations et pourtant ça a diminué aussi notre capacité de réaction et notre résilience et indubitablement aussi
à notre avis, a montré cette crise la faiblesse de l'intégration européenne, du projet européen. Parce que la première réaction des États, c'est se replier à l'intérieur. C'était une réaction presque d'autarcie. Et ça, bien sûr, n'a pas aidé du tout à donner une réponse pour surmonter la crise de la Covid en tout son, même sanitaire, mais aussi socio-économique. Pourtant, à notre avis, le développement durable et équitable pour assurer le progrès de notre société doit être lié surtout au fait que le système de production soit bien ancré au territoire, soit bien ancré à nos sociétés, à la sociologie de chaque place de l'Europe, et bien lié aux capacités réelles de nos territoires, soit le milieu terrestre ou le milieu maritime, et connecté surtout avec les citoyens. Ici, de mon parti, de la gauche républicaine catalane, on est bien sûr que la stratégie de la relocalisation est la bonne stratégie, mais toujours avec aussi une perspective fédéralisante au niveau européen. Il faut des politiques publiques plus liées à l'activité industrielle du territoire et de la société pour baser aussi cette bonne gouvernance co-gestionnant et cette co-responsabilité entre le secteur public et le privé, donnant un renforcement à la négociation collective et toujours avec cette nécessaire coopération entre territoires européens pour renforcer nos économies locales, mais aussi l'économie européenne face au monde, face aux grands marchés mondiaux. Merci. Charles Fournier, donc depuis les régions françaises cette fois, comment fait-on pour inciter, comment peut-on faire pour inciter les entreprises à produire à nouveau en région, à relocaliser dans nos régions, quelles sont les politiques ou les instruments qui existent aujourd'hui au niveau des régions ou qui devraient exister, qui mériteraient d'exister pour favoriser ces productions locales et peut-être aussi pour stimuler la consommation de produits en cours. Peut-être avant peut-être juste avant de répondre à la question, ce qui est le sujet de notre discussion, c'est la question de la relocalisation. Et la relocalisation, elle ouvre sur beaucoup de questions. Elle peut être le refus des délocalisations, ce qui est un sujet, et donc ramener les entreprises dans les territoires, rapatrier des entreprises. Et donc, on va être sujet de notre table ronde, mais ça vaut le coup de le dire, sur les questions de dumping fiscal, sur les questions d'harmonisation sociale et fiscale. Et c'est quand même un des enjeux de relocalisation. Et si on n'agit pas là-dessus, je crains qu'on reste en périphérie du sujet. Et évidemment, l'autre dimension, c'est comment nos territoires sont capables d'être des territoires fabricants, des territoires qui produisent les biens de première nécessité et qui répondent à un certain nombre de vulnérabilités qu'on a pu voir pendant la crise. En même temps, je voulais juste aussi dire que si on a vu des vulnérabilités, on a aussi vu la robustesse de l'ancien monde. Parce que quand même très rapidement derrière, on a vu aussi cet ancien monde repartir, reprendre la main, et que il y a des vulnérabilités, mais il y a eu aussi des capacités à reprendre la main. Et si les Français attendent ça, c'est pas sûr que la machine, elle, soit tout à fait prête à s'engager dans ces transformations. Alors qu'est-ce que peut faire une région? Peut-être faut dire qu'elle a intérêt à le faire, déjà, peut-être premier élément. Je vous donne juste un chiffre pour donner la mesure. Quand une entreprise, dans les années 70, produisait pour 100 € dans un territoire, ça générait environ 100 € de plus de prospérité dans le territoire. C'est-à-dire que par la production d'un bien, on faisait appel à d'autres biens, à d'autres services qui généraient de la prospérité dans les territoires. On est dans les années 2015, on est descendu à 59 €. C'est-à-dire qu'on a divisé par deux l'impact direct de la capacité à produire et de son impact sur la prospérité locale. Donc produire localement, ce n'est pas juste pour le plaisir d'avoir à proximité des réponses, c'est évidemment un intérêt en termes d'impact social et environnemental, mais c'est aussi pour la prospérité du territoire. Et donc, si on l'aborde sous cet angle-là, ça veut dire qu'il ne faut pas regarder la relation à l'entreprise, mais un écosystème local qui va permettre d'organiser des chaînes de production, tout ou partie de chaînes de production dans nos territoires. Alors les régions, pour qu'elles y arrivent, il faut qu'elles sortent de la logique de l'aide économique telle qu'on l'a fait depuis des années, où la seule logique qui est en arrière-plan, c'est l'attractivité, c'est le maintien des entreprises, et donc on finance tout et n'importe quoi. Pour le dire clairement, dans ma région, et pourtant je suis dans la majorité, mais on
on vote contre environ 25 à 30% des subventions aux entreprises parce qu'on estime qu'il n'y a pas d'effet levier, parce qu'on estime qu'il n'y a aucun impact environnemental, social positif, parce qu'on estime qu'on est en train de les maintenir dans une logique où on est dans une région marquée par la sous-traitance, par des petites entreprises qui sont sur des chaînes fragmentées avec des donneurs d'ordre qui sont ailleurs et qu'on les tient en respiration artificielle en soutenant ces logiques-là. Donc, travailler sur les écosystèmes, on dirait, mais ça veut dire créer toutes les conditions locales pour la coopération entre les entreprises dans les territoires, pour raisonner les chaînes de production. Évidemment, il y a des sujets majeurs qui sont... J'ai un peu peur que ça... Non, tout va bien, hein, tout va bien. Je m'inquiète pour rien. Je le vois beaucoup bouger quand même. Il y a des sujets qui sont venus de manière assez évidente. La santé, évidemment, ça a été mis devant nous. On a vu dans ma région, par exemple, comment la Cosmetic Valley, qui a été capable de réorienter les chaînes de production pour produire du gel hydro, a été capable, comment les makers, les Fun Lab et autres acteurs ont été capables de fabriquer des masques et comment finalement on pouvait le faire. On pouvait organiser les conditions pour fabriquer un certain nombre de besoins de première nécessité. On pourrait parler de l'hygiène, des savons. C'est quand même fou d'imaginer que nos systèmes vont concentrer et organiser des productions à un endroit et des logiques de commercialisation dans d'autres endroits et qu'on va être finalement un peu infoutu d'organiser ça en proximité alors que les savoirs ont pu exister. Et donc travailler aussi sur la relocalisation, c'est travailler aussi sur la réalité du territoire. Alors après, il ne faut pas non plus se raconter des histoires. On ne va pas tout relocaliser. On aura des chaînes de production qui vont rester des chaînes de production organisées sur plusieurs territoires, qui vont entraîner des coopérations entre des territoires et qui, parce que voilà, on ne va pas, si relocaliser, c'est faire revenir un certain nombre d'activités polluantes dans nos territoires, ça ne va pas être la bonne réponse. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'elles restent là où elles sont. Ça veut dire qu'il va falloir les transformer en même temps. Et donc, du coup, évidemment, ça va avec la transition écologique de l'économie, ça va avec une logique d'économie circulaire et c'est ces trois-là qu'il faut pouvoir articuler dans un projet économique pour les territoires. Voilà, quelques exemples, mais c'est certain qu'aujourd'hui, dans notre pays, nous sommes particulièrement marqués par la désindustrialisation. C'est plus que d'autres pays. 2/3 de nos importations sont des produits manufacturés et dans les échanges extérieurs, on importe plus qu'on exporte de produits manufacturés. Il faut réinventer des manufactures, des usines de territoire. Le mythe de l'entreprise sans usine, dans lequel on s'est engouffré, il faut en sortir. Et ça, les régions, elles ont un rôle à jouer dans leur territoire, en cohérence avec leurs ressources, leurs réalités, et puis le fait que ces ressources sont finies. Ouais, alors c'est très intéressant, Charles, ce que tu as dit. Et notamment sur le fait que donc on dit bien hein, que notre économie est assez peu résiliente et c'est pour ça qu'on parle notamment aussi de relocalisation aujourd'hui, mais qu'il y a aussi pas seulement des faiblesses mais aussi des forces. Ça me fait penser notamment à un livre qui est super de Luc Bostanski et F. Capello sur le nouvel esprit du capitalisme et qui nous fait comprendre en fait comment le capitalisme arrive à digérer en fait ces critiques pour se réinventer et c'est aussi ça peut-être qu'il faut qu'on adresse ensemble sur ce sujet-là et quelque chose qu'il faut aussi qu'on adresse c'est la tentation pour moi du repli nationaliste sur la question de la relocalisation et Caroline toi qui es eurodéputée du coup j'avais une question sur comment, dans ce contexte, éviter justement l'écueil du nationalisme lorsque l'on parle de relocalisation, quelle place à l'Europe, au territoire, aux États. Alors, le nationalisme, c'est un écueil à éviter quand on parle de relocalisation. Je suis écolo, mais je ne suis pas made in France à tout prix. Je suis plus made in local et made in circuit court. Là, j'habite en PACA, j'habite entre Nice et Cannes. Et en fait, quand j'ai un produit à aller acheter, si j'ai la possibilité, si j'ai le choix entre acheter un produit en Italie et l'acheter dans le Nord, j'irai l'acheter en Italie. Et je comprends tout à fait la personne qui est dans le Nord qui va aller acheter un produit en Belgique plutôt qu'en PACA. Donc, c'est vrai que je comprends tout à fait l'effet inverse. L'outil européen qu'on peut utiliser pour éviter cet écueil, c'est les fonds européens de coopération transfrontalière, le fonds Interreg. Alors, le fonds Interreg, c'est un programme européen visant à promouvoir la coopération entre les régions européennes et le développement de solutions qui sont communes dans les domaines du développement rural, urbain, côtier
côtiers, parce que c'est important, économique et la gestion de l'environnement. C'est un fonds qui est intéressant, qui peut être utilisé pour mettre en relation des acteurs économiques, des acteurs sociaux d'une frontière, comme vous l'avez fait en Catalogne pour l'hôpital d'ailleurs. Vous avez un exemple qui est concret par rapport à cet hôpital. C'était un hôpital qui était partagé. Un autre élément essentiel, c'est d'imposer une taxe écologique aux frontières en fonction du coût de l'impact écologique de l'importation d'un produit. Un produit qui coûte cher au niveau de l'impact écologique, il faut le taxer. Un produit qui ne coûte pas, il ne faut pas le taxer. Et justement, c'est ça qui va encourager la relocalisation. C'est ce genre de taxe qui doit être mis aussi au niveau européen. On peut aussi parler du coût bas des transports. Quand on voit le nombre de camions qui sont sur la route et il n'y a pas de taxe, le coût du transport, il n'est pas très cher. Si on taxe le transport routier, on va se retrouver avec moins de camions sur la route et ça encouragera aussi à relocaliser la production sur place. Marina ? Oui. Mais, alors du coup, Caroline, pour enchaîner, est-ce que tu peux nous illustrer un certain nombre d'actions très concrètes que l'Union européenne mène de relocalisation en ce moment? Et est-ce que toi, ou ne mène pas, voilà, oui, ou mériterait de mener, hein, ouais. Et est-ce que tu trouves que l'Union européenne pourrait être l'instrument favorable, hein, pour relocaliser? Donc là, tu parles d'un levier européen. On est sur le levier voilà. européen, en Ouais. fait. On ne peut pas parler de réindustrialisation, si tu veux, mais de quelle réindustrialisation, en fait? Il faut une vraie stratégie pour la priorité sur la lutte du changement climatique. Il faut savoir qu'il y a un outil qui existe, c'est le Pacte vert, qui est un bon outil sur le papier, mais pas dans les actes. Donc en fait, on a le plan de relance, mais sur le plan de relance, il manque un certain nombre pas de contrariétés, mais de conditionnalités écologiques. Et pour ce qui est des taxes aux frontières, en fait, aujourd'hui, c'est pas concret. Donc c'est ces exemples-là qui ne sont pas appliqués malheureusement. Et c'est ça qu'il faut, à un moment donné, appliquer. Et tu parlais tout à l'heure notamment de la coopération territoriale européenne avec notamment les fonds Interreg qui sont parfois pas très connus en fait des gens qui représentent une petite partie de la politique de cohésion européenne. Meritxell, toi qui est du coup donc, pour le gouvernement de Catalogne. Vous êtes notamment aussi dans l'Eurorégion. Est-ce que tu penses que dans ce contexte, la coopération interrégionale a toute sa place sur ces questions, notamment de relocalisation? Ici, dans ce point, sûrement, je ferai un discours très critique parce que je crois que même dans le plan de relance qui va être dans le débat du Parlement européen dans les prochains semaines, ou dans les cadres financiers pluriannuels de 2020 à 2027 de l'Union européenne, la perspective régionale est de plus en plus moins considérée. Le plan de relance est basé seulement dans les stratégies des États, il ne rend pas compte des régions, et les cadres financiers pluriannuels, et la position des régions est aussi moins encore qu'avant, avec une stratégie de la Commission de recentraliser aux États tous les outils dans l'excuse d'agilité ou faire plus efficace la gestion des fonds européens. Mais à notre avis, ça c'est tout à fait faux parce que déjà, dans notre avis, c'est la coopération transfrontalière entre régions, la réelle moteur de l'intégration européenne. On l'a dit avec cet hôpital transfrontalier de la Cerdagne. C'est un exemple concret de comment, avec un hôpital, c'est l'unique en Europe partagé par deux administrations, on peut résoudre des situations concrètes quotidiennes qui créent réellement l'Europe,
quand on doit permettre que les ambulances peuvent circuler par les deux côtés de la frontière, quand on doit guérir la connectivité à Internet avec des compagnies qui sont dans deux pays différents, quand on doit faire que les juges d'un pays ou de l'autre reconnaissent le certificat qu'ils ont émis, les docteurs de l'hôpital, même s'ils sont français ou s'ils sont espagnols, ça c'est créer réellement, ça c'est détruire un peu les barrières administratives que créent les frontières. Pourtant, à notre avis, le moteur de l'intégration européenne est dans la gestion des régions qui sont ceux qui veulent réellement solutionner les problèmes quotidiens de tous les citoyens, mais aussi parce que les régions ont déjà l'expérience, les ressources comme autorité de gestion des fonds européens pour donner ces réponses et pour créer les projets d'investissement qui vont faire réellement cette stratégie de relance de l'Union européenne, qui vont mettre en place la réindustrialisation, qui vont mettre en place la transition énergétique, numérique et sociale nécessairement, parce qu'on l'a dit avant, on a développé un modèle sur des concepts néolibéraux et il faut une nouvelle stratégie où la justice sociale et environnementale, une bonne redistribution de la richesse soit plus importante que les prix ou les revenus économique à la fin. Hein. Et pourtant, ici, dans l'Union européenne, on a mis en place aussi une stratégie qu'on dit des écosystèmes industriels européens. Mais dans notre vie aussi, ce qui va faire ces écosystèmes industriels européens seront les régions, parce que ce sera cette coopération entre régions industrielles de différents pays qui créeront réellement cette échelle européenne de l'industrialisation et de cette relocalisation européenne qu'il faut avoir. Et c'est seulement avec cette coopération entre régions qu'on va créer la résilience dans nos territoires et qui fera que la justice sociale retourne dans nos territoires parce que bon, la crise actuelle a causé, je crois, beaucoup de dommages. Et bien sûr, il y a des exemples concrets de cette coopération. Je l'ai dit, l'hôpital transfrontalier, mais je voudrais parler aussi de l'Eurorégion. L'Eurorégion Pyrénées-Méditerranée est formée par les îles Baléares, la Catalogne et l'Occitanie. Et on a mis en place actuellement un fonds commun créé par le gouvernement de les îles Baléares, de l'Occitanie et de la Catalogne. Il n'est pas connecté d'abord aux fonds européens, mais il a une bonne coopération avec la Commission européenne. Et c'est un fonds commun pour aider les petites et moyennes entreprises de la région, de l'Eurorégion, pour surmonter la crise de la Covid, pour faire ensemble et créer cet écosystème régional transfrontalier pour supérer la crise que nous devons faire en face socio-économique et environnementale, parce que les changements climatiques dans les Pyrénées aura un très grand impact, on le sait déjà. Il faut penser et faire la prospective pour préparer nos villages et tout le territoire ensemble aux deux côtés de la frontière actuelle pour pouvoir surmonter ça. Merci Meritxell. Tu as bien fait de parler de cet hôpital qui se trouve à côté de chez moi, n'est-ce pas? D'abord parce qu'il se trouve à côté de chez moi, mais aussi parce que quand même c'est un exemple remarquable de coopération assez rare, mais aussi de la manière dont effectivement cette coopération interrégionale européenne, transfrontalière, a eu beaucoup de mal malgré tout à se mettre en place, a eu beaucoup de mal à être acceptée même par les habitants d'un certain nombre à cause des préjugés nationaux, de si je vais là-bas, est-ce que je me ferai bien comprendre? Est-ce que je serai bien soigné? Et qui oublie encore, moi je le sais comme territorial, quand même les assauts répétés de critiques très étonnantes. Et oui, qu'est-ce qu'on va faire des déchets qui sont produits là-bas? Est-ce qu'ils ne vont pas être enfouis en France plutôt qu'en Espagne? Et c'est vrai que tu en parlais aussi, on en parlait tout à l'heure à propos de l'Eurorégion. Souvent, je crois que ces projets transfrontaliers européens mériteraient une meilleure publicité qui soit faite auprès des populations, parce que ce sont des projets utiles, mais dont l'utilité n'est pas évidente si elle n'est pas plébiscitée, publicisée par les pouvoirs publics. Bon. Je suis totalement d'accord avec ça, bien sûr. Et bien sûr, il faut faire noter que, comme je l'ai dit, c'est l'intégration européenne réelle et c'est la meilleure façon de réussir à avoir cette égalité entre les citoyens de tous les territoires de l'Europe. Et c'est aussi parce que même pour faire face au changement climatique et mise en place ce grand pacte vert qu'on a bien dessiné, mais on verra comment
peut mettre en place, c'est nécessaire de faire cette coopération parce que le Pyrénées, c'est un écosystème. Et les limites administratives, la nature ne comprend pas de limitations administratives. Et pourtant, pour faire face aux nouveaux enjeux, il faut éliminer un peu ces barrières et faire de plus en plus de coopération et travailler ensemble. Oui. Et ça, les régions, nous sommes très bien prédisposées. C'est vrai. Bon, on va quitter à regret les Pyrénées pour revenir au centre de la France, hein. Donc Charles, toi, à partir de la région que tu connais mieux, cette coopération territoriale européenne dont parlait Marina, qui est quand même financée par des fonds de développement européens qui sont considérables, hein. Marina a fait une fiche dont elle a le secret, hein, 9 milliards, m'a-t-elle dit, entre 2014 et 2020. C'est quand même un peu moins, oui, c'est vrai. 8,9. Oui, mais voilà, toi, tu fais les fiches bien et puis moi, je les travestis, c'est un peu le rôle. Alors, est-ce que tu peux nous en expliquer la fonction, le résultat pratique sur ta région et sans en tirer un bilan, est-ce que tu peux juste nous donner quelques idées de ces résultats? Oui, alors peut-être que la coopération territoriale européenne, elle a plein de dimensions. Elle a une dimension transfrontalière, il y a une dimension transnationale, et puis il y a une dimension interrégionale. Alors évidemment, quand on s'appelle la région centre, le transfrontalier, c'est évidemment pas ce qui nous concerne en premier, puisqu'on est évidemment, on n'a aucune frontière, si ce n'est avec d'autres régions voisines, ce qui pour autant est aussi une forme de coopération qu'il convient de pas négliger. Par exemple, l'Europe soutient un programme interrégional de gestion du bassin de la Loire. Et c'est la région centre qui assure le chef de fila sur ce programme-là. Donc ce n'est pas une coopération européenne avec d'autres pays européens, mais c'est tout à fait intéressant. Alors, je vais être un peu catalan dans la critique, puisque j'ai un peu le même regard. Je crois que toutes les transformations que nous voulons porter s'incarnent dans les territoires. Et toutes les trajectoires qui ont été élaborées, les trajectoires de la COP21, les trajectoires traduites dans le droit européen, les trajectoires traduites dans la loi française, et on peut prendre partout, ça n'existera pas s'il n'y a pas un passage à l'acte, et le passage à l'acte, il s'incarne dans la proximité, dans les territoires. Et donc le territoire, c'est l'espace de mise en œuvre des transformations. Donc évidemment qu'il faut s'appuyer, parier sur la capacité des territoires à transformer. Et pour ça, il y a, je crois, profondément besoin de réinventer un dialogue entre les régions et l'Europe. C'est les deux niveaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chaque région essaye le maximum de ce qu'elle peut dans ses relations avec l'Europe, en ayant notre logique de lobbying à Bruxelles, puisque toutes les régions ont des représentations à Bruxelles, ont des bureaux, ont des agents présents pour aller chercher le meilleur qu'il soit possible pour nos territoires. Mais par contre, elles se parlent peu entre elles. Elles se parlent beaucoup entre régions françaises, très peu entre régions de manière transnationale. Si on veut fonder un projet commun, un destin commun, alors il faut construire aussi ces dynamiques de coopération, et elles sont essentielles, au moins autant pour réussir, parce que les projets n'ont pas de frontières. Il y a beaucoup de sujets qui ne s'arrêtent pas à nos frontières administratives. C'est vrai à l'intérieur de notre pays, c'est vrai aux frontières de notre pays. Et donc c'est pas là que c'est aussi en dépassant les frontières qu'on peut construire. Mais c'est aussi utile pour réinstituer un projet européen dans la tête de ceux qui vont vivre ces projets. Donc dans notre région, alors, on est concerné par les programmes interrégionaux, ceux du nord-ouest de l'Europe. Et je vous donne un exemple de projet intéressant qu'on peut construire dans ce cadre-là. Nous, on travaille sur un projet sur les usages en faveur de la transition énergétique dans les lycées, avec plusieurs pays du nord-ouest de l'Europe, l'Irlande, le Royaume-Uni, on a les Pays-Bas, on a l'Allemagne qui est aussi un programme. On a un programme d'échange, puisque 15% des consommations d'énergie dans les lycées ne tiennent pas à la qualité de l'isolation et du bâti, mais tiennent aux pratiques et du quotidien, aux usages qu'on fait des lycées. Si vous laissez les fenêtres ouvertes tout le temps, c'est une caricature ce que je fais, je dirais, mais la façon dont on utilise un lycée. Et c'est extrêmement intéressant parce qu'on embarque des lycéens, on embarque des profs, on embarque des agents qui travaillent au lycée, et dans une dynamique européenne. Et je peux vous dire que c'est une respiration pour tout le monde de faire ça. C'est non seulement on va avoir des résultats, mais en plus il y a du très concret et il y a de la dimension citoyenne et de la fabrication de l'Europe qui se fait à cet endroit-là. Deuxième exemple, un programme interrégional qui n'est pas lié à une zone de l'Europe, mais le fait qu'on puisse coopérer avec d'autres régions d'Europe. Heureusement pour la région centre qu'on a le droit de coopérer avec d'autres qui ne sont pas juste à côté de nous, sinon on serait très limité dans nos possibilités. On a un programme de coopération autour de la fabrication paille, de la structuration de la filière paille, qui n'est pas une petite affaire, hein. C'est-à-dire que c'est extrêmement intéressant, tout le monde parle, mais je peux vous dire qu'aujourd'hui la filière elle n'est pas du tout organisée. Et alors la France est, avec l'Allemagne qui suit, une locomotive sur ce sujet. Mais ça crée un outil de relocalisation extrêmement intéressant. La paille, c'est un matériau
qui est un déchet, on peut le dire comme ça, de nos productions agricoles, qu'on peut utiliser dans la construction. Et donc, ça veut dire qu'on va relocaliser la construction, puisque les matériaux biosourcés vont être utilisés en proximité, fabriqués en proximité, compactés en proximité, distribués en proximité. Et bien là, dans un projet comme ça, c'est bingo. On travaille la dimension européenne citoyenne, on travaille la relocalisation, et puis on travaille sur la transition énergétique, la transition écologique, puisque avec la construction paille, on est évidemment sur un extrêmement intéressant. Voilà ce que peuvent produire des programmes comme cela. Maintenant, ça ne suffit pas, mais on en parlera dans la partie d'après. Au-delà, il faut dépasser ça parce que c'est quand même d'une complexité incroyable. Pour monter un Interreg, accrochez-vous. Il faut être accompagné, il y a plein d'étapes à franchir. Il faut une ingénierie qui n'existe pas, qui n'est pas à disposition de tout le monde. Il faut des moyens humains. Et comme bien souvent, beaucoup de programmes soutiennent de l'investissement. Assez peu les dimensions de dépenses de fonctionnement et donc l'ingénierie humaine pour que ça marche. Tout ça, ça marche avec de l'ingénierie humaine. Et donc il va falloir parier aussi beaucoup sur cette capacité à faire de la coopération, sinon elle n'existe pas. J'ai une question pour rebondir sur ce que tu disais et pour nos deux autres invités, donc Caroline et Mary Chey. Donc Mary Chey et Charles, vous nous avez parlé un peu de vos régions, de projets qui pouvaient se passer au sein de vos régions. Mais ce que tu as dit a quand même une importance, puisqu'il y a aussi un manque aussi de dialogue entre régions. Or, ça peut être un peu, du coup, être cloisonné. Et des stratégies cloisonnées, ça peut être voué aussi un peu à l'échec. Donc, comment vous ressentez-vous ça, vu que vous êtes à Bruxelles toutes les deux? D'abord, le métier de la délégation du gouvernement de Catalogne auprès de l'Union européenne, c'est d'essayer de... La première chose, c'est toujours d'approcher la société catalane au projet européen comme ça. Mais après, on rend compte que le grand enjeu, c'est de faire de coopération avec les autres régions. Et sûrement, il manque encore cette coopération parce qu'il n'y a pas de tradition, parce que le projet européen s'est créé autour des États et autour de groupes politiques dans le Parlement européen, mais c'est pour ça que quelques-uns défendent de renforcer ces profils régionaux dans le projet européen et de créer d'envisionner la contribution que les régions font dans le projet d'intégration européen et pourtant de qu'elles soient finalement reconnues comme des acteurs stratégiques pour le devenir socio-économique et environnemental de l'Union européenne. On défend et on demande de renforcer cette souveraineté européenne, de comment renforcer la place de l'Europe au monde. Tous les stratégies pour réussir dans ces objectifs passent pour que les régions soient actives, pour que les stratégies soient bien ancrées au territoire, bien ancrées aux citoyens, et ça, le meilleur niveau de gouvernement plus proche aux besoins des citoyens, mais aussi avec une dimension assez grande pour avoir une économie d'escale, et après, pour être capable de faire des coopérations au-delà de son niveau, ce sont les régions, et qui ils n'ont pas aussi la responsabilité de défendre les frontières, mais tout le contraire. Ils peuvent bien actuer pour avancer dans cette stratégie plus unie au niveau européen. Et sur ce qu'on disait, je suis d'accord avec lui, le facteur humain, c'est fondamental. Il faut avancer dans cette conception, dans cette éducation, et pour ça, il faut manquer la volonté politique. À la fin, tout est fait par personne. Si les personnes qui sont dans les lieux de responsabilité, nous avons cette volonté, nous défendons ce positionnement, alors tout sera plus facile. Et c'est pour ça que je suis aussi aujourd'hui ici, pour cultiver cette capacité de mettre ensemble nos projets et de créer cette volonté politique et de favoriser une gouvernance qui tient à mettre les personnes et les territoires une autre fois au centre des politiques et avec cette perspective à niveau européen, fédéraliste, républicaine aussi, de penser d'abord aux personnes et pas d'une façon isolée, mais comme un groupe, comme grande communauté que nous sommes. Et bien sûr, la stratégie de la relocalisation doit s'encadrer, à mon avis, dans ce paradigme. Et il faut y travailler. Et pour ça,
je crois que nous sommes aujourd'hui ici tout près. Mais moi, je voudrais juste rajouter que, en fait, l'Union européenne est historiquement, je dirais, opposée à la relocalisation, et c'est tout le problème. Hein. Je pense qu'il faut faire en sorte que les régions soient beaucoup plus intégrées. On voit qu'on ne se parle pas en commission régie, donc commission développement. Il a fallu insister pour, en début de mandat, avoir une réunion entre les différents responsables de région pour savoir ce qui se passait à droite et à gauche. Donc, c'est pas normal. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment intégrer beaucoup plus les territoires, à Bruxelles en tout cas. Alors, il y a aussi quelque chose qui se passe en ce moment à Bruxelles, mais aussi dans les régions. Ça va être la préparation des négociations pour le prochain cadre pluriannuel post-20, donc pour la prochaine... Donc là, c'est un peu technique, là je me rends compte. Donc, en fait, la politique de cohésion européenne, c'est basé sur des fonds européens, donc le Fonds européen de développement régional, et c'est des programmes pluriannuels de 7 ans. Et là, s'ouvrent en fait les prochaines négociations pour la période 2021-2027. Du coup, Caroline, comment accompagner finalement la résilience post-crise et orienter au mieux ces programmes ? Alors, je voulais juste rajouter un truc par rapport au chapitre d'avant, parce qu'on a un fonds, c'est le fonds de transition qui existe dans le monde. Et moi, je pense que ce fonds-là, c'est les régions qui doivent s'en accaparer pour justement, eux qui sont sur le terrain, l'utiliser et le contrôler à bon escient. Et c'est pour ça que je pense que les régionales qui arrivent, elles vont être super importantes pour que justement les régions aient un pouvoir, je dirais, supplémentaire. Donc maintenant, je vais attaquer l'autre sujet. Donc, par rapport à la résilience, c'est mon travail en commission régie. C'est pas simple, j'avoue, de faire avancer ce travail. On en est encore loin. En ce moment, on est en train de se battre et on se bat encore pour que les fonds de cohésion n'aillent pas sur les subventions, sur les énergies fossiles, parce qu'on en est encore là, malheureusement. Je suis rapportrice fictive. Rapportrice fictive, c'est chef de file pour les Verts sur le dossier du FEDER. Alors, le FEDER, c'est le Fonds européen de développement régional. Avant les élections européennes, le Parlement européen avait pris une position. Malheureusement, il y a tout qui s'est arrêté avec le Covid. On doit négocier avec les États membres. On est encore à négocier sur les subventions fossiles, pour vous dire où ça en est. Tant qu'on n'aura pas d'accord global, on ne votera pas sur le budget de 2021. Donc, tout est arrêté. On va maintenant passer à la dernière partie de notre interview, en quelque sorte. Alors, Charles, on a parlé avec toi un petit peu quand même et on a lourdement insisté tous sur la nécessaire participation en fait, des habitants des régions, des citoyens des régions et leur compréhension des mécanismes. Comment est-ce qu'on peut faire pour maintenant mobiliser les citoyens, pour leur rendre depuis les régions en fait, cette nécessaire coopération interrégionale, comment leur rendre et en faire des acteurs de ces projets pour qu'ils soient aussi, comme tous, des projets qui mobilisent la citoyenneté et la participation citoyenne. Est-ce que je peux m'autoriser à dire un mot sur les fonds européens et sur le rôle des régions par rapport à ça? Et je réponds à ta question. Je peux faire ça? Parce que effectivement, les régions sont autorités de gestion des fonds européens. Et on parle du FEDER, on pourrait parler du FEADER, qui est un peu l'équivalent pour soutenir l'investissement dans les territoires ruraux. Et puis le Fonds social européen, qui est articulé avec le FEDER, qui aide les politiques d'emploi, d'insertion, de lutte contre la pauvreté. Des régions qui ont le pilotage de ces fonds-là. Et je peux vous dire, c'est très important parce que ça dépasse, par exemple, la part de l'État dans les contrats de plan État-région. C'est-à-dire que ces fonds-là, c'est plus que ce que notre propre État nous donne dans le cadre des contrats de plan État-région. Donc, ce n'est pas une paille et ça nous donne une responsabilité pour l'infra-régional. C'est-à-dire qu'on embarque avec ça aussi l'ensemble des territoires. Donc, on a une responsabilité majeure autour de ça. Je voudrais faire une remarque, moi, là-dessus, majeure. J'avais écrit à nos anciens eurodéputés, mais je ferai pareil avec les nouveaux, en disant, si on veut que ça marche, il faut qu'on soit, nous, capables de dialoguer entre les élus européens et les élus des territoires. Parce que moi, quand je parle de fonds européens, quand je parle de tout ça, je parle qu'avec la Commission. Parce que nos seuls interlocuteurs, c'est la Commission. Et eux, ils connaissent le sujet dans le détail. Et vous n'êtes pas maintenu sur ce sujet dans son opérationnalité. Et donc, il y a un hiatus là qu'il faut absolument pouvoir corriger. Et nous, on peut en être capable. Si on s'en parle souvent, on arrivera sans doute à bouger des lignes de manière plus importante. Je vais donner juste un exemple. Quand la copie de la Commission européenne est arrivée, il y a des orientations prioritaires qui sont données. Et bien, sur le climat
il y avait un plafond. Alors que sur les aides économiques classiques, il y avait un plancher. Bah quand même, ça veut dire que, quand je dis ça, ça veut dire qu'il y avait 40%, enfin je ne sais plus si c'était 40, maximum à consacrer au climat, et minimum 40% à consacrer aux aides économiques. Et je peux vous dire que là, c'est le fourre-tout pour faire ce qu'on fait déjà depuis longtemps dans le vieux monde. C'était quand même dingue. Et là, on se dit, mais qui a pondu ça? Est-ce que quelqu'un va pouvoir corriger ça? Et vous, quand vous avez, c'est déjà la copie, elle est déjà écrite, quoi. Donc ça, c'est juste inacceptable et c'est pas possible. On ne peut pas fonctionner comme ça. Donc là, il y a un lien direct. Parce qu'au milieu de ça, on a un État. Et on a des États qui jouent une carte de l'égoïsme national. Et qui vont pas aller, qui vont pas être sur les mêmes intérêts. Par exemple, en ce moment, l'État qui veut reprendre la distribution des aides à l'agriculture bio, il va nous laisser le reste qui est un peu plus compliqué, hein, parce que voilà, et qui veut reprendre ça. Ça, c'est juste pas acceptable quand toutes les politiques sont conduites dans les territoires, et elles sont conduites mieux quand elles sont conduites dans les territoires. Pour répondre à la question, je voudrais juste dire quelque chose que moi j'avais tenté au moment des élections européennes dans les régions, avec quelqu'un qui s'appelle Pierre, que beaucoup doivent connaître ici. Avec Pierre Calam, on avait la conviction que l'Europe est née d'un marché commun. Et elle est restée un marché commun et un enjeu commun en matière d'économie, de développement, etc., etc. Mais l'idée de nous sommes un projet commun de citoyens, eh ben celle-là, elle a encore énormément de chemin à faire. Et pour ça, il faut instituer dans la... Parce qu'aujourd'hui, si on voit bien le risque quand même d'un euroscepticisme qui s'installe partout. On voit le risque d'une envie de sécession, mais parfois aussi juste pour dire, mais pour s'en sortir, est-ce qu'on va s'en sortir de ce cadre-là ou est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à sortir de ce cadre-là? Voilà, la question, elle peut aussi parfois se poser dans ces termes-là. Et donc, pour ça, on s'était dit qu'il fallait associer les citoyens, et c'est pas simple. Alors évidemment, il y a tous les exemples du jumelage, auquel il faut mettre un sacré coup de transformation quand même, hein, parce que le jumelage, je ne veux pas faire une caricature, mais en beaucoup d'endroits, c'est les profs d'allemand, je fais caricature, qui s'occupent du jumelage avec l'Allemagne. Il faut être germanophile, et parler la langue pour pouvoir avoir droit d'aller faire une expérience là-bas. On est dans des programmes scolaires, mais pas forcément dans des dynamiques qui vont intéresser, par exemple, les habitants d'un quartier. Alors par contre, eux, ils ont droit, moi dans ma ville, tous les noms de rues du quartier et des quartiers nord de ma ville, qui sont un tiers de la population, c'est les noms des villes jumelées. Vous pouvez aller interroger les gens dans le quartier pour savoir si Waldshut, Tingen, ça leur dit quelque chose, si Weimar, ça leur dit quelque chose. Je ne suis pas sûr. Et quand vous commencez à vouloir ces gens-là dans un échange ailleurs, je peux vous dire que ceux qui tiennent le jumelage depuis 40 ans n'ont pas tellement l'intention. C'est évidemment une grosse caricature, mais si on veut réinventer, il faut réinventer ces types de coopérations. Il y a des coopérations qui existent au niveau régional. Ma région a 10 accords de coopération dans le monde entier, et on en a 4 en Europe. Alors issus plutôt de l'ancien bloc de l'Est, on va le dire comme ça. On a des coopérations avec Tchèque, avec une région en Allemagne, et dans ces cadres-là, on peut imaginer fabriquer beaucoup de choses. Donc c'est un vrai levier pour ça. Mais ce qu'on avait imaginé avec Pierre Calam, c'était de faire une convention citoyenne européenne. Je le fais un peu court, en disant on va tirer au sort des citoyens dans toutes les régions d'Europe, en s'appuyant sur nos coopérations. On organisera des allers-retours avec à Bruxelles, réunissant ces citoyens pour dire mais c'est quoi l'Europe dont vous avez envie. J'avais été voir Madame Sixtine Bouygues, directrice adjointe de la communication à la Commission européenne à Bruxelles, qui m'avait dit que c'était très intéressant, mais qu'il n'y avait pas un centime à mettre là-dedans. Et que voilà. Et pour autant, si on veut que ça ne se délite pas, il va falloir parier sur cette capacité à construire un destin commun entre citoyens. Et donc, il va falloir mettre fric sur la table pour ça aussi. Sinon, tout le reste aura du mal à s'imaginer. Le facteur humain, ça a été dit tout à l'heure. Donc, n'a pas été au bout, des régions l'ont voté, ma région a voté le vœu pour faire ça, il n'y avait pas le fric au bout, on m'a renvoyé vers Europe des citoyens, qui est un programme intéressant, hein, mais il n'y a pas grand chose dedans. Donc moi je pense que les leviers sont la coopération entre les territoires à renouveler, à réinventer sur tous les sujets, des relations permanentes, par exemple, moi je travaille sur ce qu'on appelle les communautés locales d'énergie, avec l'idée qu'il faut dans les territoires rapprocher production, consommation d'énergie, et qu'il faut une gouvernance territoriale de l'énergie. L'énergie, l'alimentation, c'est la démocratie. Si on reprend la main sur une bonne part de nos vies. Et donc ça, c'est un vrai projet de coopération européenne. Donc là, je lance un programme LIFE autour de ça, très compliqué aussi à monter, mais ça fait pas mal de fric à la fin si on y arrive. Et on va travailler. Et puis enfin, dans notre région, on a enclenché une COP régionale
comme la COP mondiale, mais un peu plus concret, avec l'idée d'une COP sur l'action. Comment on traduit les trajectoires par des actes concrets dans les territoires. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas sur les trajectoires. On n'y est pas du tout. Et donc, c'est aussi sur les territoires que ça va se jouer. Et bien, autour de cette COP, que je suis venu présenter plusieurs fois dans le cadre de la convention de la Semaine européenne des régions, et puis on travaille avec la Convention des maires, un réseau des territoires qui s'engagent. Et ça, c'est le cadre européen qui a permis ça. Et ben, on est en train de travailler avec d'autres régions et de créer un réseau des territoires qui ont des démarches intégrées comme celle de la COP régionale. Vous avez par exemple Louvain, Louvain 2030, démarche extrêmement intéressante, je vous invite à aller regarder. Vous avez une région en Norvège qui est en train d'engager des programmes intégrés comme celui-là, en se disant on n'est pas dans la ligne, il faut que toutes les parties prenantes soient mobilisées autour de l'objectif, et donc il faut changer de méthode, sinon on ne va pas y arriver. Et bien ça, l'Europe peut permettre des coopérations comme celle-là, et ça permet d'hacker des logiques qui sont installées, qui sont là depuis tellement longtemps, qui nous emmènent dans le mur. Merci Charles. Donc à la suite de ta réponse, en quelque sorte, pour une question pour Meritxell, dans la logique de celle-là, à vive vue donc, de la Catalogne et maintenant un peu de Bruxelles, hein, quels sont les facteurs de réussite pour que cette coopération interrégionale que nous appelons de nos voeux réussisse, hein, qu'elle réussisse à affronter cette crise économique nécessaire de relocalisation des productions, aussi pour qu'elle ne soit pas engloutie en dans le mouvement qu'on sent et dont vous avez parlé et qu'on sent sous-jacent dans vos propos aussi de renationalisation et de recentralisation d'un certain nombre d'outils et de politiques publiques. Hein, ce contexte où, bien sûr, il est beaucoup plus difficile de faire vivre et de rendre visibles les initiatives interrégionales que dans un débat public qui est nationalisé, d'attirer les citoyens en quelque sorte vers des solutions qui seraient des solutions de relocalisation, de repli. Mais vous pouvez tous réagir à la question, bien sûr, pas seulement. Bien sûr que le défi est là, c'est compliqué, on ne peut pas nier la complexité, mais j'insiste, ça dépend de la volonté politique. Et pourtant, on va parler sur ce projet énergétique parce qu'on a la même vision là, et pourtant, on doit faire ces stratégies à niveau territorial et régional, mais toujours pour avoir cette capacité d'avoir une réponse aux grands défis européens que nous avons en transition énergétique, par exemple, hein, parce qu'on en parle beaucoup, mais il manque le projet concret. Et les projets concrets vont se faire, il y aura l'innovation, il y aura l'investissement dans le territoire. Et pourtant, c'est ça qu'on doit être capable d'exprimer, de donner une voix publique solide et forte. Dans notre avis, et c'est qu'on défend aussi de la gauche républicaine catalane, c'est que nous devons, là dans la Catalogne, partager avec des autres régions comment réorienter nos secteurs productifs, même et industriels bien sûr, même les plus matures, mais aussi les nouvelles activités qui naissent chaque jour, et comment lier cette recherche et cette innovation, comment l'approcher au secteur économique, comment faire cette éducation, cet enseignement pour capaciter réellement aux enjeux possibles et en jouant aussi la prospective de ce que pourra faire nos territoires. Et bien sûr, je l'ai dit avant, cette gouvernance ouverte, en avant toujours un dialogue avec le secteur privé et public, et une possession collective pour assurer toujours cet ancrage aux citoyens. Je crois que on l'a dit, hein, il faut approcher beaucoup aussi les politiques européennes aux citoyens, et ça va commencer par approcher aux citoyens les politiques régionales et lier bien les politiques régionales à l'échelle européenne. Par exemple, on l'a eu avec la crise de la Covid, comment on a géré la santé et pourquoi à niveau européen il y a eu des problèmes, parce qu'il n'y a pas une politique européenne, mais à niveau local et régional, on a dû faire beaucoup de choses, et même dans l'énergie, je l'ai dit déjà, il y a beaucoup d'enjeux qu'on peut travailler pour faire ça. Et je crois que tu dois partir pour toi là. Non, mais oui, moi juste merci pour cet échange et la structuration qui était extrêmement intéressante. Ça m'invite à aller beaucoup plus loin, je crois, dans le dialogue qu'on peut ici. Je crois vraiment que c'est un sujet qui va venir. Il y a peut-être juste le point qui n'a pas été évoqué du tout.
750 milliards qui vont arriver et nous on appelle déjà React EU, c'est comme ça que ça vient chez nous. Il y a de l'argent qui va arriver et on sent que là, il y a tous les enjeux qu'on évoque là, il faut structurer autour de ça et ça mériterait d'être capable de travailler très vite sur ce qu'on a envie de faire de tout ça, qu'est-ce que ça va venir appuyer en priorité pour ne pas se tromper de sujet. Et donc là, il y a ça qui se joue maintenant et les prochains élus régionaux vont arriver, les programmations seront arrêtées, puisqu'on les aura travaillés avant. Les contrats de plan État-région seront arrêtés. Et donc, il y a intérêt à déjà essayer de mettre des choses dans la... Même si on est pour ceux qui ne sont pas élus, parce que sinon, ça va être un tout petit peu compliqué pour conduire tout ce qu'on a envie dans la mandature future. Et en tout cas, je souhaite qu'il y ait plein d'élus régionaux partout pour conduire ça. Ce sera très important. Voilà. Et je vais vous quitter, j'ai une autre table ronde, pardon. Ouais, merci beaucoup, Charles, qui doit effectivement nous pour un autre atelier. Une toute dernière... Ouais, bravo. Donc une toute dernière question, ça va être sur le fait qu'un autre sujet qui nous préoccupe beaucoup sur cette thématique des relocalisations, c'est sur les emplois. Et Caroline, nous on souhaitait savoir en quoi justement ces relocalisations, si elles sont réalisées au sein de nos eurorégions comme on le souhaite du coup, ce dont on a parlé pendant 7 heures durant l'atelier, vont permettre de sauver nos emplois et ou d'en créer d'autres. La relocalisation, en fait, c'est une source d'emploi qui est importante. Le facteur de réussite, c'est de pouvoir accompagner les travailleurs, les travailleuses et les travailleurs dans des formations sur des entreprises moins polluantes, etc. Et je pense qu'un exemple sur la Pologne, un travailleur qui travaille dans les mines de charbon, qui est payé 3 000 €, il sera d'accord de s'arrêter, mais d'avoir le même salaire et les mêmes avantages sociaux. Donc il va falloir arriver à lui proposer la même chose, mais avec une formation, faire en sorte qu'il travaille ensuite sur des entreprises moins polluantes. Mais il faut arriver à lui garantir la même chose. Et donc on peut y arriver. Vous voulez rajouter quelque chose pour toi? Je seulement... Bien sûr, totalement d'accord sur ça. Et sur ce que disaient avant les copains, sur le fond de React-EU et d'autres, c'est comment travailler, parce que le temps est court, comment travailler pour que dans le plan que les États vont présenter, parce que c'est les États qui doivent le présenter, au moins c'est écrit comme ça, il faudra qu'ils incorporent, qu'ils aient cette perspective de le projet réel qui vont se développer dans les territoires par le gouvernement régional et local. Et ça, c'est l'enjeu, ça, c'est le défi que nous avons dans les prochaines semaines. Et on a un gros problème de temps par rapport à ça, parce que le temps que les États présentent, pour que les régions réagissent, etc., ça va être très compliqué. Disait Charles tout à l'heure. Et s'ils n'ont dit encore plus. Parce qu'ils n'ont pas demandé l'opinion encore. Eh ben, merci beaucoup en tout cas à vous trois. Alors même si Charles n'est plus là, mais merci beaucoup d'avoir été présents parmi nous. Merci à notre public aussi. On espère que vous avez bien aimé et que vous avez appris des choses aussi. Alors je crois qu'il reste pas de temps malheureusement, mais si vous voulez, vous pouvez venir nous voir pour continuer la discussion. Voilà. Merci beaucoup. Pas prévu par le format. Merci à tous. Merci.